Le tableau des soldes intermédiaires de gestion constitue un premier outil pour analyser le compte de résultat. Mais l'entreprise a l'habitude de calculer des ratios et de calculer la répartition de sa valeur ajoutée pour apporter des informations complémentaires avant de réaliser son analyse. C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Grâce au calcul de ratio, vous allez pouvoir synthétiser l'information financière. Ça vous donne parfois une meilleure référence pour analyser vos informations. Je m'explique. Prenons le chiffre d'affaires. Imaginons que le chiffre d'affaires d'une entreprise, on vous dit ce chiffre d'affaires, il a augmenté de 10 000 euros. Vous dites, ah bah 10 000 euros, c'est quand même pas mal. Mais en fait, vous ne pouvez pas savoir si c'est bien ou pas. Si vous avez le chiffre d'affaires de l'année précédente, qui était lui-même de 10 000, et on vous dit que ça a augmenté de 10 000, ça veut dire que le chiffre d'affaires a doublé. Vous avez une augmentation de 100%. Et donc là, on va dire que cette évolution est significative. Mais si vous avez un chiffre d'affaires de départ qui est de 1 million d'euros et qu'il augmente de 10 000 euros, en fait, ça représente un tout petit taux de croissance. C'est pour ça que c'est important, en fait, d'avoir le calcul de ce taux de croissance. Donc on va calculer le taux de croissance du chiffre d'affaires, et normalement, on analyse un petit peu plus finement l'évolution du chiffre d'affaires, puisqu'on analyse aussi le taux de croissance des ventes de marchandises et de la production de l'exercice pour voir si ça évolue dans les mêmes proportions. Et on analyse souvent la composition du chiffre d'affaires pour voir quelle est l'activité qui est dominante dans l'entreprise. Donc ça revient à calculer par exemple la part de l'activité commerciale dans le chiffre d'affaires, ou si vous avez le cas d'une entreprise exportatrice, la part du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation. Autre ratio d'activité qui est très utilisé, c'est le taux de croissance de la valeur ajoutée. Mais en fait, ce taux de croissance de valeur ajoutée, il est déjà calculé dans le tableau des soldes. Mais on y fait souvent référence parce qu'on compare en fait dans l'analyse le taux de croissance de la valeur ajoutée avec le taux de croissance du chiffre d'affaires. Ensuite, on calcule ce qu'on appelle des ratios de profitabilité. La construction d'un ratio de profitabilité se fait en mettant au numérateur un indicateur de profit, c'est-à-dire la différence entre des produits et des charges. Donc par exemple, pour le taux de marge commerciale, on fait la différence entre les ventes de marchandises et le coût d'achat des marchandises vendues. Et au dénominateur, on met un indicateur d'activité. Donc ici, c'est les ventes qui ont permis d'obtenir la marge commerciale. Donc c'est ce qu'on appelle un taux de marge commerciale. Ça mesure l'efficacité de la fonction commerciale dans les entreprises commerciales uniquement. Alors en marketing, cet indicateur, on appelle taux de marque. Mais en analyse financière, on l'appelle taux de marge. Donc faites bien attention si un jour vous faites du marketing. Forcément, on va vous dire que le taux de marge, ça ne correspond pas à ce calcul-là. On peut le calculer également pour les entreprises industrielles et commerciales. Et dans ce cas-là, le meilleur indicateur, c'est de calculer le taux de marge brute d'exploitation, qui rapporte là encore au numérateur un indicateur de résultat, qui est l'EBE, qui a été obtenu en faisant la différence entre plusieurs produits et plusieurs charges, et le chiffre d'affaires qui a permis d'obtenir cette EBE. Donc au dénominateur, vous avez un indicateur d'activité. On calcule souvent un troisième indicateur de profitabilité qui correspond au taux de marge bénéficiaire. C'est le rapport entre le résultat et l'activité qui a permis d'obtenir le résultat, c'est-à-dire le chiffre d'affaires. En fait, vous le connaissez déjà cet indicateur parce que vous l'avez déjà calculé en calcul de coût. On l'appelle taux de profitabilité. Donc ça mesure bien en fait la capacité de l'entreprise à dégager du profit avec un certain niveau d'activité. Ensuite, vous pouvez calculer des ratios qui permettent de mesurer le poids de l'endettement de l'entreprise. Alors attention, hein, poids de l'endettement, ce n'est pas pareil que taux d'endettement. Le taux d'endettement va mesurer dans quelle proportion vous dépendez des financements externes. Mais là en fait, ça va vous dire dans quelle mesure vous souffrez de votre endettement. Une entreprise, on dit qu'elle souffre de son endettement si elle est tellement endettée qu'elle aura beaucoup de charges financières à débourser chaque année. C'est un petit peu comme le poids de la dette publique dans un pays. Une entreprise, un pays qui est très endetté, eh bien chaque année, le premier poste de dépense qu'il aura, ce sera les intérêts de la dette. Ben là, c'est exactement pareil. Une entreprise qui a beaucoup emprunté, chaque année, elle sait qu'elle devra rembourser beaucoup d'intérêts. Donc pour mesurer ce poids de l'endettement, soit vous rapportez le montant des charges d'intérêt au chiffre d'affaires, et dans ces cas-là, on estime souvent qu'il ne faut pas dépasser 4% du chiffre d'affaires, soit vous rapportez le montant de ces charges d'intérêt à l'EBE, et on estime que les intérêts ne doivent pas dépasser 50% de l'EBE. Donc il conviendra de calculer le poids de l'endettement, mais surtout de regarder son évolution sur plusieurs exercices. Ensuite, il convient de calculer la répartition de la valeur ajoutée de l'entreprise. Donc la valeur ajoutée, c'est la richesse qui a été créée par l'entreprise
au cours du processus de production. Elle est répartie entre différents bénéficiaires. Le personnel, tout d'abord, qui va être rémunéré sous forme de charge de personnel, mais va également récupérer la participation des salariés, qui, je vous le rappelle, est un dispositif obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés, qui oblige les entreprises à reverser une partie de ces bénéfices aux salariés. Il y a une part de la valeur ajoutée qui est reversée à l'État. L'État, l'entreprise lui donne les impôts et taxes, lui donne l'impôt sur les bénéfices, qui est calculé tout en bas du compte de résultat. Mais par contre, on récupère les subventions d'exploitation, c'est pour ça que la part qui revient à l'État est diminuée des subventions d'exploitation. Ensuite, vous avez la part qui revient aux prêteurs. On en a déjà parlé sur le poids de l'endettement, il s'agit des charges d'intérêt. Donc c'est une rubrique que vous trouverez dans les charges financières sur la ligne intérêts et charges assimilées. Il faudra faire attention de ne pas confondre les intérêts que vous payez, qui sont dans les charges, et les intérêts que vous recevez, qui sont dans les produits. C'est une erreur courante. Ensuite, vous avez la part que vous allez reverser aux associés ou actionnaires. Ce qui leur revient, ce sont les dividendes. Attention, cette information ne figure pas dans le compte de résultat, puisque la part qui revient aux associés actionnaires est décidée en assemblée générale, et donc en fait c'est sur le compte rendu de l'assemblée générale que vous aurez le montant des dividendes à verser aux associés ou actionnaires. Et puis la part qui reste, eh bien c'est la part qui revient aux entreprises. L'entreprise, la part qui lui revient s'appelle l'autofinancement, et donc on prendra le montant de la valeur ajoutée, on enlèvera la part qui revient au personnel, à l'État, aux prêteurs, aux associés, et par différence on trouvera le reste. Donc le montant de l'autofinancement. Ces parts peuvent être exprimées également en pourcentage de la valeur ajoutée. Dans ces cas-là, vous prendrez le montant que vous aurez trouvé en euros dans la colonne du milieu et vous diviserez par la valeur ajoutée. Ça vous permettra d'avoir véritablement la répartition de la valeur ajoutée et de faire pourquoi pas un diagramme circulaire. Alors la méthode que je vous ai présentée ici, en fait, elle est un petit peu simplifiée parce que l'entreprise distribue un petit peu plus, répartit un peu plus que la valeur ajoutée. En fait, elle a également d'autres revenus qu'elle va répartir, ce qui fait que l'autofinancement qu'on trouve ici, il est inexact, légèrement inexact. Si vous voulez avoir le bon montant de l'autofinancement, il faut non pas répartir la valeur ajoutée, mais répartir la valeur ajoutée et tous les autres revenus qui sont créés par l'entreprise. Alors je vous l'ai mis à titre indicatif dans la diapo suivante, mais pour cette année, on retiendra uniquement cette présentation qui est simplifiée, mais qui est très bien pour une approche d'initiation. Voilà, comme je vous le disais, vous avez ici la présentation plus rigoureuse de la répartition de la valeur ajoutée et des autres revenus. Par rapport au calcul précédent, en fait, il va rajouter dans le calcul les charges et produits qui sont générateurs de trésorerie, mais qui ne sont pas présents dans la valeur ajoutée et qui ne sont pas attribués à l'un des bénéficiaires. De ce fait, dans le cas présent, une fois que vous avez réparti votre valeur ajoutée et que vous avez donné leur part au personnel, à l'État, aux prêteurs, eh bien vous trouverez un premier indicateur qui s'appelle la capacité d'autofinancement. Et en enlevant de cette capacité d'autofinancement les dividendes, eh bien on trouvera la part qui revient à l'entreprise qui s'appelle l'autofinancement. Mais en fait, dans le prochain chapitre, je vais vous apprendre comment trouver la CAF d'une autre façon. C'est pour ça qu'on se contentera de la méthode simplifiée pour cette année pour la répartition de la valeur ajoutée. Donc ici, valeur ajoutée et autres revenus, ce n'est pas à apprendre dans le cadre de cette année.